ce qui est clair, c'est qu'on est dans une situation grave. La gravité de la situation est claire, mais la nature des enjeux est toujours absolument pas claire. Parce que les gens disent, mais vous dites qu'il faut faire de la systémique, on l'a fait là, regardez cette étude. Non, cette étude, c'est absolument pas de la systémique. C'est du multisilo, c'est du multidimensionnel, c'est très intéressant, une étude majeure, mais c'est pas de la systémique. Alors maintenant, moi je vais faire intervenir de la systémique, on va voir que c'est pas un truc qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des enjeux. Ça permet de changer totalement le prisme. Et donc derrière, de réévaluer totalement la nature de ce qu'on fait face à ces enjeux. Le problème du changement climatique. Je parle du changement climatique, je pourrais pas parler de n'importe quel autre problème. Tous ceux que j'ai vus sur la biodiversité, sur l'eau, sur n'importe, tous ces problèmes, on prend un exemple concret de changement climatique. Et moi je vous dis, c'est pas un problème de fond, c'est juste un symptôme. Un symptôme du problème de fond, qui est que notre civilisation est une méga machine qui transforme la nature en déchets. Les déchets sont de trois natures. Alors je vous explique, hein. En amont on prélève des ressources, ensuite on prélève. Alors il y a des ressources renouvelables dans de l'atmosphère, d'autres qui sont non renouvelables, qui viennent de la litosphère. Alors ensuite on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire, en biens, en services, en bouffe, en infrastructure, que sais-je. Ce sont les activités humaines, et ce sont les sociétés humaines, et au passage on déforme un peu, on détruit un peu la nature et on la transforme un petit peu. Et ensuite on rejette des déchets, des pollutions. Et donc il y a quelques rebouclages avec le recyclage, quand on connaît les ordres de grandeur, on voit bien que c'est un flux massivement linéaire. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, celui des types gazeux, parmi les gaz, il y en a qui détraquent le climat. Et donc on prend notre approximation, voilà. Le changement climatique est une des composantes de ce problème de ce maladie, des symptômes de cette maladie. Voilà. Si nous avions une énergie entièrement décarbonée, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Là, j'y reviens, je ne suis pas l'ennemi de la transition énergétique, il faut la faire, mais il faut aussi pas se leurrer sur comment on s'y prend et sur le fait qu'on va atteindre des limites, notamment sur les minerais, parce que les minerais. Et globalement, oui, il faut réduire, il faut décarboner. C'est vital. Donc si on avait une énergie décarbonée, ce serait une très bonne nouvelle, ça permettrait de soulager le symptôme du changement climatique qui, lui tout seul, si ça continue, va nous tuer. Donc vital. Pour autant, dérisoire. Vital et dérisoire. Et ça, on n'a pas compris. Ça, quasiment personne n'a compris. Vital, je vous l'ai déjà dit. Dérisoire parce que ça n'a de sens que si on traite aussi la maladie. Bah, pour bien faire comprendre ce que je suis en train de raconter, pour aller jusqu'au bout, j'utilise une métaphore qui ne fait pas plaisir en même temps si j'étais là pour ça, vous l'avez compris tout le temps, et qui a le mérite d'être claire. Imaginez que vous avez des problèmes de crâne récurrents, vous avez également des problèmes de peau qui vous enquiquinent et des problèmes de digestion. Vous traitez ces trois choses-là comme des problèmes auxquels vous cherchez des solutions. Bon, bah, écoutez, j'ai une excellente nouvelle. Il y en a. Pour les problèmes de tête, il y a du paracétamol, de l'ibuprofène. Pour les problèmes de peau, alors vous ne savez pas trop, vous allez voir un dermato, un grand expert. Il va vous dire, ça c'est la pommade qu'il vous faut. Et puis pour les problèmes de ventre, vous n'avez pas trop non plus, vous allez voir un autre spécialiste, un gastroentérologue. Et cette personne va vous sortir la tisane miracle. Vous êtes allé vous abreuver à l'opinion de spécialistes, ils ont tous un avis, ils ont tous une solution. Bon, maintenant, à 3 problèmes, 3 solutions. C'est fait, c'est bon, vous pouvez continuer de vivre normalement sans vous remettre en question fondamentalement. Sauf que si ces problèmes ne sont pas des problèmes seulement des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, alors on ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Quand on comprend la nature systémique de la problématique, on comprend que la réponse à y apporter n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses. Donc on peut traiter tous les symptômes. Et une fois de plus, je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands experts qui n'ont pas des bonnes idées, et qu'il n'y a pas des bonnes choses qui sont faites, et des bonnes décisions qui sont prises. Dans cette ville, d'ailleurs, il y a des bonnes décisions qui ont été prises, pas mal d'égards. On peut pas en dire autant de toutes les villes. Mais globalement, malgré tout ça, tant qu'on en reste là, différents experts, différents problèmes, différentes solutions spécifiques à chacun de ces problèmes, on a paracétamol plus pommade plus tisane et le cancer est toujours là. On ne résoudra rien. On ne fera que courir derrière les symptômes. Traitement après traitement, rustine après rustine, patch après patch. On ne fera que courir derrière ça dans une course globalement ingagnable, tant qu'on ne fera pas redescendre la courbe rouge. Pour l'instant, ce qu'on veut, avant tout, c'est faire croître le PIB. Le reste, on verra. Et j'y reviendrai. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique une pression croissante sur un système qui a une limite? Tous les systèmes ont une limite. On retrouve nos courbes rouges et vertes de tout à l'heure. Tant que la courbe rouge reste en dessous de la courbe verte, ça va, ça tient. Par exemple, si la courbe rouge augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, par exemple, on extrait de plus en plus de ressources. Et si ça se passe pas bien, mais
Si ça reste sous la courbe verte, ça veut dire que pour les ressources renouvelables, en tout cas, la planète renouvelle ses ressources encore plus vite qu'on les planètes. Ensuite, ce qui veut dire, les sociétés humaines, les activités humaines, on transforme par la nature. Bon, mais si la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, ça veut dire qu'elle s'adapte encore plus vite qu'on la transforme. On détruit par la nature. Courbe rouge au-dessus de la courbe verte, ça veut dire que ça se répare encore plus vite qu'on le détruit. On pollue, enfin, en aval. Et si la courbe rouge augmente, ça veut dire par exemple qu'on pollue de plus en plus, mais si ça reste en dessous de la courbe verte, ça veut dire que... Mais ça absorbe les pollutions, ça réintègre les polluants dans des cycles naturels encore plus vite que dans les énergies. Donc tant que la courbe rouge est sous la verte, ça va, le système tient. Mais le problème, c'est qu'on n'y est plus. On n'est pas dans les cas en haut, on est forcément dans un des cas en bas, parce que je vous dis, ça fait une cinquantaine d'années que la courbe rouge est passée au-dessous de la courbe verte. Alors c'est quoi ces graphiques? Ces graphiques, ça date des débuts des années 70, fin des années 60, et globalement ça a été mis en forme dans le rapport Limits to Growth en 71, 72. Mais en fait, c'est pas juste Limits to Growth, ce sont des choses, on sait aujourd'hui à la fois théoriquement sur le papier modéliser le fonctionnement des systèmes et à la fois le vérifier, on l'a vérifié dans X disciplines différentes sur le terrain. On sait que lorsqu'on applique une pression constante, une contrainte constante à un système au fil du temps, le système a 4 façons de se comporter possible. Et elles sont là. Voilà. Mais on n'est plus dans les cas en haut, on est forcément dans un écart en bas. Il y a 2 choses que l'on doit voir dans les cas en bas. Ce sont 2 grandes leçons à retenir. Première leçon. Alors la courbe rouge passe sur la courbe verte relance un déclin. En fonction de quoi on parle sur la planète, ça peut être un déclin immédiat ou ça peut être un déclin différé. Ça peut être après quelques années, voire après quelques décennies dans un certain nombre de cas spécifiques. Mais en tout cas, quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte décline. Ça, c'est intuitivement compréhensible, non? Si on extrait plus vite que la possibilité de renouvellement des ressources, la possibilité de renouvellement futur est moins bonne. Si on détruit plus vite la capacité de réparation, la capacité de réparation future elle est moins bonne, parce que le système est décline. Si on pollue plus vite que la capacité d'absorption des pollutions, les pollutions elles s'accumulent dans l'environnement et la capacité future d'absorption d'autres pollutions elle est moins bonne. Quand la courbe rouge passe sur la courbe verte décline. Deuxième grande leçon, la courbe rouge repasse sur la courbe verte. On ne peut pas rester au-dessus de la courbe verte, on ne peut rester que transitoirement, temporairement. Parce qu'on ne peut pas durablement, enfin on ne peut pas indéfiniment prélever plus de la nature que ce qu'elle peut renouveler. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment détruire plus vite que ça ne se répare. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment polluer plus vite que ça n'absorbe. Ce n'est pas possible. Donc, la courbe rouge repassera sur la courbe verte, quoi que l'on fasse ou ne fasse pas. On peut le comprendre, on peut décider de l'organiser, on peut le planifier, on peut essayer de le piloter. Ce ne sera pas parfait, mais pourquoi pas, au moins à certains égards. Ou nous allons le subir. Dans le chaos, si on ne s'y est pas préparé du tout. 2 cas de figure. Soit la courbe rouge repasse sur la courbe verte rapidement, avant que celle-ci ne se soit trop cassée la gueule, auquel cas le système peut se mettre en théorie tout du moins à osciller autour d'une position d'équilibre. Ou alors, en bas à droite, on maintient la pression de courbe rouge, la courbe verte commence à dévisser, et au bout du compte, la courbe rouge repasse sur une courbe verte qui, elle-même, entre-temps, s'est effondrée. Et on prend dangereusement dans cette direction-là. D'ailleurs, à certains égards, on y est déjà. Pour la biodiversité, on y est déjà. Concrètement, ça dit quoi? Je vous laisse imaginer. La courbe rouge, c'est la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie si cette courbe s'effondre. Bref, l'aboutissement de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est la slide suivante qui fait mal, qui est que nous allons avoir une descente énergétique et matérielle, quoi que nous fassions ou nous ne fassions pas. Alors ça va, je ne sais pas quand exactement, ça va vraiment commencer à se ressentir là pour nous en France ou pour vous à Grenoble. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller. Et en fonction de qui on est, où on est, de quoi on parle, ça ne va pas aller à la même vitesse. De toute façon, effectivement, ça dépend de quel type de ressources. Mais globalement, en tendance lourde, dans les prochaines décennies, nous allons tous, jusqu'aux ultra-riches, qui ne sont pas les plus à plaindre, mais ils croient qu'ils sont hors d'atteinte. Non, même eux, ils vont le sentir beaucoup plus rapidement qu'ils pensent parce que les exponentielles arrivent. Nous allons tous vivre une descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir moins d'énergie disponible, moins de matières premières disponibles. Et là, ça va se faire pour régler toujours plus de problèmes, puisque ça va se faire sur fond de changement de régime climatique déjà bien engagé, sur fond d'effondrement écologique déjà bien engagé, avec, puisqu'on va sortir de l'ère du pétrole avant le marché en plus de surcroît, avec des disruptions logistiques, et donc des raréfactions et des pénuries, et donc des stabilisations territoriales et sociétales, et donc de l'insécurité et des conflits. Voilà. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Bien, je ne vous laisse pas là. Je ne vous laisse évidemment pas avec ça. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Certains d'entre vous pourraient penser ça, avec ce stade, je peux le croire. J'espère que vous penserez différemment à la fin de ma conférence. J'espère que vous allez rester aussi.
jusqu'à la fin de ma conférence. Parce que partir maintenant, c'est quand même très dur. Globalement, effectivement, on a aujourd'hui ça qui nous prend au nez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le voir dans la deuxième partie. J'y suis pas encore tout à fait. Je continue la première, je termine. Quelles sont nos vulnérabilités face à tout ça? Il y en a plein. Par exemple, notre dépendance à des flux d'approvisionnement permanents qui requièrent tous une abondance permanente de pétrole pour marcher. Il n'y a pas d'approvisionnement sans logistique et toutes les entreprises de logistique, leur business model, leur modèle économique dépend de l'abondance permanente de pétrole pour marcher et maintenant aussi de gaz naturel pour marcher. C'est avec le gaz naturel qu'on produit l'AdBlue, AdBlue est un additif sur lequel le moteur ne démarre même plus. Les nouveaux poids. L'AdBlue, c'est pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui est formidable, c'est pour des raisons écologiques, pour une diminution des émissions, qu'on va se tirer une balle dans le pied. Parce que maintenant, on est tributaire à la fois des approvisionnements en pétrole et à la fois des approvisionnements en gaz naturel pour amener la bouffe d'un point A à un point B, puis tout le reste. Alors, je ne développe pas, mais vous irez regarder, c'est par exemple ce rapport extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle les choke points en anglais, ou boulets d'étranglement, sur les points de passage au niveau mondial, de la logistique internationale. Ça, c'est pour la bouffe, ça, c'est pour la nourriture, excusez-moi, et ça, c'est pour le pétrole. Nous sommes tributaires d'infrastructures et de réseaux au gaz, à l'électricité, de communications qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent toutes énormément d'énergie et de matières premières pour fonctionner. Ceux qui travaillent dans les infrastructures le savent, si on n'entretient pas les routes, assez rapidement ça se dégrade. On est en plus maintenant de plus en plus confronté à des problèmes de retrait-gonflement des argiles dus aux problèmes hydriques. Et donc, ça a des impacts terribles sur le bâti, ça a des impacts également sur les infrastructures, notamment routières, notamment ferroviaires, etc. Et donc, ça va rendre tout beaucoup plus compliqué. Et peut-être inassurable. Nous avons mis de la technologie absolument partout, on adore ça. Et oui, la technologie, ça nous rend plus efficace pour plein de choses. Et c'est plus facile, c'est plus confortable pour plein de choses. Globalement, encore une optimisation. Et le problème, c'est que ça fonctionne, c'est super tant que ça fonctionne. Le jour où ça arrête de fonctionner, bon. Et le problème, c'est pas la technologie à la rigueur. Le problème, c'est notre dépendance excessive à la technologie pour des choses vitales. Pour les choses pas vitales, on fiche. Pour les choses vitales. On dépend de technologies ou de choses qui elles-mêmes dépendent indirectement de technologies qu'on ne sait plus opérer par nous-mêmes. Si pour produire la bouffe, pour acheminer la bouffe, la nourriture, excusez-moi, sinon il faut que j'arrête de dire bouffe. Si pour produire cela, même l'essentiel, même pour produire de l'eau potable, des choses absolument essentielles, on dépend de machines qui elles-mêmes ont été fabriquées par des machines qui elles-mêmes ne fonctionnent que s'il y a une puce dedans, qui ne peut être fabriquée qu'à Taïwan, sur une machine qui elle-même n'est fabriquée que dans une seule usine au monde qui est aux Pays-Bas, ce que je vous dis est tout à fait vrai. C'est absurde, ça n'a pas de sens, ça va arrêter de marcher un jour, et on sera bien embêté. En plus, on dépend de technologies pour des choses une fois plus vitales, alors qu'on est rentré clairement, et ceux qui ne le sauraient pas aujourd'hui, renseignez-vous, il est temps, on est rentré dans l'ère des cyberrisques. On a des réseaux électriques qui sont attaqués par des virus, aux États-Unis également. Maintenant, on attaque même les chargeurs de voitures électriques. Il y a des attaques sur le plus grand autonomie des États-Unis qui a été fermé suite à une cyberattaque. C'était une crise extrêmement grave aux États-Unis avant qu'ils ne réussissent, je ne sais comment, à s'en sortir. Les États-Unis eux-mêmes, les agences gouvernementales ont été victimes d'une grande cyberattaque. On a des hôpitaux qui ont été victimes d'une attaque. On a les centres, les terminaux pétroliers et gaziers qui ont été attaqués aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. On a les centres de la grande distribution, les centres logistiques de la grande distribution. On a les mairies qui se font attaquer. Donc bref, au bout d'un moment, est-ce qu'on arrête d'être un peu con? Au bout d'un moment, est-ce qu'on arrête de dépendre de cette technologie en ayant perdu au passage la manière qu'on avait de faire avant la technologie, en ayant perdu les compétences, les personnes, les stocks, etc. Pour des choses vitales, non, il faut revenir en arrière. On est dépendant de surpoids, je suis toujours dans les vulnérabilités, le flux d'approvisionnement sur la nourriture, ça j'en ai déjà parlé, vous avez vu, j'ai dit nourriture, j'ai pas dit vous cette fois-ci. Notamment depuis 2017, ce rapport-là qui a évalué l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises. Et la conclusion de cette étude, c'est que ça peut devenir de l'ordre de 2%. 2,1%. C'est-à-dire 97,9% de ce que les citadins consomment en France vient d'ailleurs. Et c'est normal, le système a été optimisé financièrement, économiquement. Donc la plupart d'entre nous, on s'est spécialisé pour être compétitif, et la plupart de ce qu'on produit, on l'exporte, et la plupart de ce qu'on consomme, on l'importe. C'est l'avantage comparatif de David Ricardo, que les économistes. Et au final, ça dit quoi ça? Ça dit que c'est optimisé et que ça fonctionne très bien, tant qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Tant que ça ne coûte rien du tout d'envoyer à Perpète les Ouilles, de faire venir de l'autre bout du monde ceci ou cela, ça fonctionne très bien. On a bien vu pour très longtemps. Et enfin, les solutions qui nous sont proposées là-dessus, mesdames et messieurs, malheureusement, dépendent d'un concept qu'on n'a pas bien compris,
qui est un concept tout à fait fallacieux. Le développement durable. Ah, développement durable, acte de naissance officiel 87, le rapport Brundtland. Il y a des choses très intéressantes dans le développement durable. Ne me faites pas dire là encore ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que je ne critique pas toutes les choses qui en sortent, les gens qui travaillent dedans. Des choses très bien. Mais est-ce que c'est une solution? Mais est-ce que depuis qu'on a mis en place le développement durable, ça fait quand même 30 ans qu'il y en a maintenant, partout, dans quasiment toutes les entreprises, est-ce que le monde est plus durable? Est-ce que concrètement, ça fonctionne? Non, ben, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire, durable? Si vous pensez dans votre petite tête, ou grosse d'ailleurs, je ne sais pas, si vous pensez quelque chose qui dure, détrompez-vous. Ce n'est pas ça que ça veut dire dans le rapport Brundtland, mais dans tous les textes fondateurs du développement durable. Dans ces textes-là, ce sont des économistes qui ont créé les grands concepts sur lesquels est appuyé le développement durable. Pour un économiste, le développement durable, la durabilité, c'est la quantité globale de capital qui ne baisse pas dans le temps. La quantité globale de capital que l'on lègue aux générations futures n'est pas inférieure à la quantité globale de capital dont on dispose aujourd'hui. C'est la définition pour un économiste de la durabilité. Ça, c'est le premier verre dans la pomme. Double effet qui se coule, il y a un deuxième verre. Deuxième verre dans la pomme, c'est que les modèles économiques qui sont utilisés aujourd'hui partout sont des modèles néoclassiques. Et sans faire un cours d'économie, pas le temps, vous irez chercher vous-même si vous voulez. Il y a différentes écoles de pensée en économie, mais celle qui a, on va dire, écrasé toutes les autres depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est l'école néoclassique. Aujourd'hui, il n'y a presque plus que celle-là qui est enseignée dans le monde. Et tous les économistes qui travaillent à Bercy, dans les différents pays, à Bruxelles, à Pékin ou ailleurs, dans les grandes institutions internationales, la FMI, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc., tous les modèles économiques sont néoclassiques. Donc une fois que je vais faire un peu utilisé par nos ministres et par nos décideurs et par les gens également les décisionnaires dans les grandes administrations, dans les grandes entreprises multinationales, toutes ces décisions sont basées sur des règles, des logiques qui vont relier le chiffre d'affaires ou le PIB, ça dépend quand on parle, à d'autres éléments, qui vont relier par exemple sur le niveau d'un pays, le PIB à la population, à l'inflation, au taux de chômage. Tout ça, ce sont des équations qui sont utilisées pour dire que si on joue sur tel levier, alors ça joue sur tel autre, et voilà comment ça se passe. Donc tout ça est basé sur des équations, et cette mise en équation elle-même elle est basée sur des hypothèses. C'est quoi les hypothèses fondamentales sur lesquelles sur lesquelles est construit tout l'édifice économique, toute la pensée économique aujourd'hui, sur laquelle est basée l'intégralité ou presque de nos décisions. Alors il y en a plusieurs, et là encore vous irez regarder, je ne développe pas, mais renseignez-vous par exemple sur la concurrence pure et parfaite. C'est formidable, à quel point c'est idiot, et pourtant ça fait partie des hypothèses fondamentales, le pilier vraiment des codes de classique. Concurrence pure et parfaite, globalement, toi Antoine, si tu es l'influence que tu as sur le marché et ta connaissance du marché est exactement la même que celle de l'économie. La même. Donc cette concurrence est pure et parfaite. D'accord ? Il n'y a pas de je schématise un peu, mais globalement c'est ça. On a une autre hypothèse qui est la loi de l'équilibre général. Les prix vont vers une position d'équilibre offre demande, etc. C'est totalement faux, ça n'a quasiment jamais été le cas, mais c'est une hypothèse. Autre hypothèse, homo economicus. Nous sommes tous des êtres exclusivement orientés sur la vie. Et toute notre vie n'est axée que sur la maximisation de notre gain économique. De surcroît, nous sommes des economicus totalement rigoureux et rationnels qui prenons toujours la meilleure décision possible. On voit bien à quel point c'est absurde. Et pourtant, tout ce qui est enseigné aujourd'hui dans les universités, dans les facs d'économie, se base là-dessus. Deux autres hypothèses qui sont tellement croustillantes que je les partage avec vous, celle-ci qu'on doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de l'économie classique, qui en 1828 a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Et aujourd'hui, en 2024, mesdames et messieurs, les modèles utilisés aujourd'hui considèrent par hypothèse que les ressources naturelles sont inépuisables, ou parce qu'il y a eu depuis quelques années de subtilité, ou dans les cas où elles seraient épuisables, qu'elles sont indéfiniment substituables grâce à l'innovation. Voilà, mesdames et messieurs, par hypothèse, soit il n'y a pas de limite, soit il y a peut-être une limite, mais il n'y a pas de limite de notre capacité à dépasser la limite. Et donc on s'en sortira toujours parce qu'on est géniaux. C'est l'idéologie, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, qui est au cœur de toutes les décisions politiques qui sont prises, au cœur du système économique qu'on a construit, qui est croissanciste,
Et au cœur, derrière, du modèle social et là, parce qu'on l'a greffé dessus, sinon c'est contre l'autre parallèle. Et c'est bien ça le problème. Bon, et une dernière hypothèse dont je vais vous parler, c'est qu'on doit à un groupe d'économistes, dont un, Robert Solow, a eu le prix Nobel pour ça. Et pour ceux qui ne sauraient pas, le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. Il faut quand même le dire, vous le savez, il y en a qui le savent. Comment? Oui. Mais il n'y a pas que ça, enfin, c'est juste que allez regarder, et vous verrez si vous ne le savez pas, que le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. Mais passons, je referme cette parenthèse, il l'a eu, ça n'existe pas, mais il l'a eu, parce qu'il a démontré une croissance économique infinie des positions dans un monde fini. Il l'a démontré mathématiquement, forcément, ça vaut un Nobel. Mais pour faire sa démonstration, il a introduit une nouvelle hypothèse, mesdames et messieurs, c'est la substituabilité des facteurs de production. Ça dit quoi? Ça veut dire que les différentes formes de capital qu'on utilise pour produire quoi que ce soit sont interchangeables entre elles. Maintenant, on revient sur la notion de durabilité. Imaginez que tous les insectes pollinisateurs disparaissent. Tous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mettra des drones à la place. C'est un capital naturel et interchangeable avec un capital technique. Les drones arrêtent de marcher, on le fera à la main. Au Sichuan, je ne sais plus où, en Chine, ils le font déjà. Bon, voilà, c'est un capital technique qui est substituable avec un capital humain. C'est durable. Imaginez qu'on coupe tous les arbres, mesdames et messieurs. Tous les arbres de la planète, on serait bien capable. Si on les laisse pourrir sur place, c'est une perte de capital, mais si on transforme ces arbres, des choses utiles, des objets, des outils, des machines, de l'immobilier, de l'énergie, alors il n'y a pas de perte de capital, de transformation d'une forme vers d'autres formes de capital. La concentration, la quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps, c'est durable. Et voilà ce que veut dire durable dans développement durable. Donc, au début des années 90, il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis, qui a été informel, qui s'est formalisé par la suite. Maintenant, on appelle ça l'économie écologique. Et ces gens-là, en réaction au rapport Brundtland, ils ont dit c'est absurde, c'est honteux. C'est honteux d'avoir appelé ça durable, ça ne peut en aucun cas l'être. Pour qu'il y ait un début de durabilité, il faudrait rajouter énormément de critères, comme par exemple le fait de ne pas prélever les ressources naturelles plus vite que leur taux de renouvellement, le fait de ne pas, pour celles qui ne se renouvellent pas, de ne pas les prélever plus vite que leur capacité à trouver des substituts, le fait de ne pas émettre des pollutions plus vite que la capacité du système à encaisser ces pressions. Non, madame, je suis obligé. Il faudra aller voir des vidéos pour diminuer. Je suis obligé le timing. Bref, il faut rajouter tout un certain nombre de critères pour qu'au final, on ait une chance que ce soit durable. Bref, aujourd'hui, maintenant, on appelle ça l'économie écologique, et cette version-là de durabilité, on appelle ça la durabilité forte versus le développement durable et la durabilité faible. Donc, si vous allez vous renseigner, je vous y incite vivement, sur ce que c'est, voilà, durabilité forte, durabilité faible, je n'invente rien, vous comprendrez que le développement durable, l'économie responsable, l'économie verte, la croissance verte, toutes ces choses-là, kiff, c'est nécessairement de la durabilité faible. Or, la durabilité faible dans un monde dont les ressources sont, hélas, finies, c'est non durable. Et donc, ça ne va pas durer. Voilà. Je termine la première partie en disant que la technologie ne nous sauvera pas, même si on en a très envie. La technologie peut résoudre des problèmes spécifiques. La technologie peut soigner certains symptômes, en partie du moins spécifiques. La technologie ne fera pas un changement de système. La technologie peut être mise au service d'un changement de système. La technologie, donc, c'est un outil qui peut être mis au service d'un nouveau projet de société. Et là, elle fera partie de la bonne équation. Jusqu'à présent, elle fait partie de la mauvaise. Je ne nie pas que, à certains endroits, on est bien content d'avoir de la technologie. Évidemment, il y a des usages qu'on aimerait bien pouvoir conserver, j'espère que ce sera le cas, mais, malgré tout, globalement, nous n'avons jamais eu autant de technologie, jamais eu autant de puissance de calcul, jamais eu autant d'intelligence tutelle artificielle, etc. Et aujourd'hui, tout ce que l'on voit, c'est que ça accélère massivement dans le mauvais sens. La situation s'aggrave de plus en plus vite. Bien.